Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mercredi 10 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. À Goyave, le décès d'un trentenaire mort hier sous les balles d'un gendarme a secoué toute une famille et une population. L'homme atteint de schizophrénie aurait été tué lors de son interpellation par la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau après l'agression de deux voisins par arme blanche. Maître Bernier, l'avocate de la famille de la victime, revient sur l'affaire. Ses propos ont été recueillis ce matin par Harold Luce. Ce que je peux vous dire, c'est que la famille de la victime est aujourd'hui sous le choc, que les faits ont eu lieu un petit peu après 8 heures hier, que dès midi, je me tenais à la disposition de la famille pour les accompagner dans les premières démarches juridiques. Nous avons déjà pu porter plainte auprès de la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau. Ils ont fait valoir qu'ils entendaient se constituer partie civile pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Alors à ce stade, je n'ai pas accès aux déclarations des mises en cause. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà des éléments qui me permettent en tant qu'avocate d'avoir un doute sur ce qui se dit déjà. En fait, parce que la victime, certes, était malade, il avait une pathologie qui était connue des mises en cause. C'était quelqu'un d'apprécié, d'intégré dans le quartier et qui n'était pas connu pour être particulièrement dangereux. Ça, je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui était sous médication, qui était à jour de son traitement. Donc aujourd'hui, alors hasard du calendrier, vous n'ignorez pas qu'à Marie-Galante, il y a eu des faits un petit peu similaires, où une personne qui présente des pathologies quasiment identiques s'en est prise à des officiers de gendarmerie. Ceux-ci ont riposté en utilisant le taser. Cette personne a pu être maîtrisée, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc moi, ce que je répète depuis tantôt, c'est que la plupart des forces de l'ordre font leur travail, accomplissent leur mission de la manière dont on peut s'attendre. Mais à chaque fois qu'il y a bavure, il faut que la justice passe. Et dans cette affaire-là, nous sommes déterminés à ce que la lumière soit faite sur ce qui c'est l'exactitude même des faits. Suite à cet homicide survenu hier à Goyave, 2 enquêtes ont immédiatement été ouvertes par le parquet de Basse-Terre afin de lever le voile sur ce drame. Ce matin, au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, les procureurs de la République de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre ont tenu une conférence de presse. Xavier Citeau et Caroline Calbeau sont revenus sur les détails de l'affaire après l'audition des témoins et du gendarme placé hier en garde à vue. Découvrez un extrait de la conférence de presse recueillie par Solène Fèvre. Nous tenions à faire une première intervention suite aux faits qui sont survenus à Goyave hier matin 9 janvier, faits qui malheureusement ont amené au décès d'une personne âgée de 39 ans. Toutes les informations que nous allons pouvoir vous délivrer aujourd'hui, nous avons quand même pris soin d'adresser ces informations au préalable à des représentants de la famille. Bien évidemment, c'est aussi à eux qu'on va penser aujourd'hui parce que quelle que soit l'issue des procédures pénales qui ont été ouvertes suite à ce décès et suite à ces faits, bien évidemment, la souffrance de la famille, nous la prenons en compte particulièrement. Donc le 9 janvier 2024 à 7h10, la brigade de Capesterre-Belle-Eau est engagée sur des violences avec armes commis donc au domicile d'une famille à Goyave. Les 2 gendarmes qui vont intervenir vont constater à leur arrivée, à 7h50, que 2 membres d'une même famille sont blessés par arme blanche. Les blessures pour la première des victimes sont des blessures superficielles au niveau du cou et de la main, et la deuxième victime est, elle, blessée au niveau du pouce. Ces blessures sont compatibles avec l'usage d'une arme blanche. Les victimes et le voisinage qui ont été témoins de ces faits désignent une personne, qui sera ensuite la personne malheureusement qui va décéder, comme étant l'auteur de ces violences. La mère de cette personne, qui est une voisine de la famille qui a signalé des faits de violence, va indiquer aux gendarmes sur place que son fils souffre de troubles qui pourraient être des troubles de schizophrénie et que ce dernier est en rupture de traitement. On a ensuite, après ce premier fait,
Les gendarmes qui vont rechercher la personne qui va décéder, il faut savoir que les gendarmes, quand ils sont en équipage à deux, un détient l'arme et un seul détient un pistolet à impulsion électrique. Très rapidement, lorsque les gendarmes recherchaient l'individu, ils l'apercevaient coutelas en main. Le premier gendarme faisait face à ce dernier, sortait son arme, il se trouvait alors à distance, et on le sait maintenant, et je vous expliquerai pourquoi, il lui a sommé de déposer à plusieurs reprises cette dernière. Le défunt va ensuite fuir dans la végétation. Le premier gendarme va d'abord le poursuivre, puis va stopper sa course. Le défunt va aller de l'autre côté du terrain, là où se trouvait le second gendarme. Le second gendarme va également demander au défunt de poser son arme à plusieurs reprises. La personne décédée va ensuite, se trouvant bloquée de ce côté du terrain, revenir vers le premier gendarme. Et à ce moment-là, et c'est ce que permet de dire la caméra piéton, cette personne sort brutalement des fourrés, coutelas levés, et court vers le premier gendarme en le menaçant directement pour son intégrité physique. L'individu va courir dans sa direction, le gendarme va lui dire toujours de s'arrêter, le gendarme va chuter en arrière et va alors tirer à plusieurs reprises en sa direction. Lorsque cette personne venait au contact, prêt à le frapper de son arme blanche. On a, pour confirmer ce récit, on a deux éléments très importants. On a le témoignage d'une voisine qui a été témoin de la scène et qui a donc pu indiquer qu'elle a vu le défunt. Elle a pensé que le défunt allait couper la tête du gendarme. On sait ensuite que le défunt, lorsqu'il aura été touché par plusieurs impacts, va s'écrouler au pied du gendarme, qui donc était à ce moment-là au sol, tombé. Le gendarme, en se relevant, va lui, à ce moment-là, dire à son camarade que le défunt lui a sauté dessus et qu'il n'a pas pu faire autrement que de tirer. On a donc ce témoin, on a l'audition du deuxième gendarme qui confirme cet élément, et on a surtout l'intérêt de la caméra piéton qui était portée par le gendarme qui a tiré. Le pistolet de dotation du gendarme va être saisi dans le cadre de l'enquête que j'ai fait diligenter. Je vais en expliquer le cadre derrière. On sait avec certitude aujourd'hui que le gendarme a pu tirer à 8 reprises, et on sait aussi avec certitude que la personne décédée a pu être atteinte au moins à 5 reprises. Il y a encore des vérifications à faire, peut-être sur 1 ou 2 impacts supplémentaires. Le gendarme qui a tiré avait été placé en garde à vue hier. Garde à vue qui fait suite immédiatement à l'usage de l'arme à feu. Les explications du gendarme ont été entendues. Il a livré sa version des faits, qui sera confrontée aux éléments de l'enquête et de l'information judiciaire à venir. La garde à vue a été levée hier soir, en soirée, par mes soins. On a tenu d'abord à avoir une première image finalement de la situation entre les témoignages et la caméra piéton, et donc ce qui a conduit effectivement le procureur de Basse-Terre à lever la garde à vue à l'issue après avoir reçu ces éléments-là. Toujours dans le volet judiciaire, on revient sur l'affaire qui oppose Thierry Lambert, propriétaire d'une maison au Lamentin, à ses anciens locataires. Ces derniers ont intenté une action en référé dans le but de récupérer leurs effets personnels laissés dans le domicile le 27 décembre dernier. Sur décision du tribunal de Pointe-à-Pitre, Thierry Lambert a été ordonné de remettre aux anciens occupants du bien l'intégralité de leurs affaires. Il a été aussi condamné à payer à ses anciens locataires la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Thierry Lambert s'est exprimé au micro d'Harold Luce. J'ai récupéré la décision de justice ce matin où j'ai été donc débouté moi de toutes mes demandes de mon avocate, et les parties adverses ont été consolidées dans chacune de leurs demandes, c'est-à-dire entre autres de récupérer leurs effets personnels, de récupérer leurs biens, de récupérer donc, tout ce qui est démontable, et de récupérer des véhicules qui ont été laissés sur l'enceinte de la propriété. Je viens de prendre connaissance avec mon client de la motivation de cette décision. Je confirme ce matin qu'elle est plus que contestable juridiquement,
que j'ai le sentiment qu'à travers Monsieur Lambert, c'est tout un collectif pour lequel je n'interviens pas, qui a été sanctionné, qu'on a voulu faire taire des velléités d'autres propriétaires qui se disaient dans la même situation que mon client. Il faut qu'on comprenne bien que le LCDM dont on parle dans ce papier, parce qu'ils sont cités dans ce papier, n'a pas expulsé Madame Muguet-Maud et Monsieur Melon Jean-Pierre et leur enfant. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ils n'ont pas ni expulsé ni exfiltré, c'est pas vrai. Ces personnes sont parties. Elles sont parties, elles ont quitté le domicile. Et ce domicile est resté vide. J'ai personnellement conseillé à M. Lambert d'interjeter immédiatement appel. Donc il est en réflexion. Il devrait se prononcer très très rapidement parce qu'il me semble que cette décision-là, on ne doit pas la laisser passer. De la bouche de gens qui sont suffisamment bien renseignés, c'est-à-dire des instances, je sais que ça va prendre du temps. Mais ce que je dis à la population, c'est que je n'aurais pas pu attendre ce temps-là sous une tente. Je n'aurais pas pu attendre ce temps-là avec une femme enceinte. Ma femme n'aurait pas accouché sous une tente. Vous comprenez? C'est ça qu'on essaie de dire aux gens. Là, maintenant, on est chez nous. Donc, on s'apaise, on voit venir les choses. Vous le savez, une procédure judiciaire, j'ai l'habitude de le dire, c'est un combat. Ce qui compte, c'est la décision définitive. On est sur une décision qui est susceptible d'appel. Et je crois que mon client ne pourra pas en rester là de toute façon, puisque je n'ai pas d'explication juridique à cette décision. La population a été solidaire, nous a aidés et continue à nous aider. Et nous acceptons ce soutien, nous le recevons avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Mais ça n'aurait pas été possible si j'étais encore sous cette tente et seul dans la situation où nous étions. Suite donc à la décision qui a été rendue hier et communiquée à Monsieur Thierry Lambert, Maître Sandrine Fondeau-Montout, l'avocate de la famille de Madame Muguet et Monsieur Moulin, a donc réagi à travers un communiqué de presse. Elle s'est exprimée aujourd'hui et nous la recevons donc sur le plateau de Canal 10 afin d'avoir aussi sa réaction. Bonsoir Madame Fondeau-Montout. Bonsoir à tous. Merci d'être présente sur ce plateau. Des quelques mots que vous avez pu entendre de la réaction de Monsieur Lambert, quel est votre sentiment suite à cette décision? Écoutez, c'est un peu l'étonnement, puisque cette procédure ne visait que pour mes clients à reprendre leurs effets personnels. Donc il est vrai que ça peut paraître décalé d'entendre dire qu'on va faire appel sur une décision qui finalement leur donne raison. Alors ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement le juge, pour donner cette décision, il a dû faire un examen avant des circonstances qui entourent l'affaire. C'est un juge de l'évidence, c'est un juge des référés. Il doit donc, il y a des documents qui lui sont soumis et nous avons fourni ce que nous avions, c'est-à-dire les contrats de bail, l'avenant, les lettres de congé, la lettre de congé rédigée par M. Lambert qui est destinée, qui est clairement indiquée, où il indique clairement qu'il souhaite récupérer son logement pour vendre, la contestation du congé des locataires, et puis quelques photos d'un constat, des extraits d'un procès-verbal de constat, donc toute une série de documents, si vous voulez, que le juge a examinés et dont il a déduit le statut légal des locataires, puisqu'ils ont été, comme on a vu, appelés squatteurs, escrocs, voyous. On leur a reproché d'habiter illégalement sur les lieux, tout en ignorant qu'en fait leur bail, par cette contestation qu'ils ont faite du congé, n'était pas, se prolonger automatiquement. Donc au moment où ils sont exfiltrés, et je reviendrai peut-être là-dessus si vous m'en laissez l'occasion, leur bail vient d'être renouvelé jusqu'en octobre 2024, automatiquement. Voilà. Alors sur l'exfiltration, alors je suis très étonnée d'entendre que les clients, en fait, les locataires seraient partis tranquillement. Ils auraient peut-être choisi un autre moment qu'en pleine nuit. Déjà, j'aimerais préciser. Ils auraient peut-être emporté leurs affaires si ça avait été dans une tranquillité, une sérénité.
Non, je pense qu'à un moment, il faut quand même reconnaître qu'ils sont partis sous une pression populaire, qu'à un moment, il y a des images, il y a des vidéos qui circulent, on voit bien les gens, à un moment, accompagnés d'un collectif, rentrer dans le domicile, et que c'est à ce moment-là qu'ils s'en vont, entre guillemets, qui sont exfiltrés, j'insiste, et qui ils n'ont pas pu récupérer leurs affaires. Mais quand on dit affaires, c'est vraiment les papiers, il y a des moyens de paiement qui sont restés sur place, c'est des choses qui sont vitales. Donc, ce qui a amené cette procédure de référé. Dernier point que je voudrais ajouter aussi, c'est que le juge, donc, en examinant les circonstances, a jugé, est-ce que le fait, parce que vous avez des personnes, on nous dit qu'ils sont partis. On nous a aussi dit que M. Lambert avait bénéficié d'une décision préfectorale, ce qui est absolument un non-sens juridique, n'est-ce pas? Quand on sait qu'une expulsion, il faut un titre exécutoire. Bon, quand donc ils sont exfiltrés, on se demande, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire, mais on se demande quelle est en fait... Monsieur Lambert, en fait, a réintégré les locaux immédiatement après. C'est-à-dire, ils sont exfiltrés et Monsieur Lambert vient tout de suite occuper les lieux. Donc, on a quand même une concomitance, si vous voulez, qui démontre que les locataires ne sont pas partis de leur plein gré. D'accord? Et là, c'est vrai que ça paraît très surprenant qu'on nous dise aujourd'hui on va faire appel parce qu'ils veulent récupérer leurs affaires personnelles. Nous n'avions pas idée d'aller en procédure, si vous voulez. Moi, quand j'ai lancé la procédure, je n'ai pas demandé d'article 700. C'est mon assignation de départ. Je me suis dit, M. Lambert a déjà récupéré sa maison. Il va peut-être spontanément leur mettre les cartons, même devant la porte, pour qu'ils puissent les récupérer. Et là, en fait, on voit une attitude complètement inverse, où on est en train de batailler pour récupérer ne serait-ce que le minimum vital. Je rappelle que les voitures de ces personnes sont toujours sur les lieux et qu'elles travaillent. Alors, elles ne travaillent plus maintenant, puisque physiquement, matériellement, elles ne peuvent pas le faire. Elles n'ont pas leur véhicule. Donc, c'est pour ça que cette action a été lancée. Et je finirai juste par dire que le juge a bien considéré les éléments. Il a bien vu des contrats existent, sont bien réels. Un avenant existe, bien réel. Et leur situation était complètement légale, en fait, sur leur occupation des lieux. Voilà. Très bien. Nous vous remercions pour ces éléments apportés ce soir lors de votre présence. Merci beaucoup, Madame Fondomont-Toute. Merci à vous. Au conseil départemental, le président Guy Losbar poursuit son engagement auprès des communes de l'archipel en mettant en place des partenariats de solidarité. Après Saint-Claude l'année dernière, il s'est rendu ce mercredi 10 janvier à Morne-à-l'Eau pour la signature du 14e contrat pays. À travers cette démarche, le département entend redynamiser les territoires par le financement de plusieurs projets au sein des municipalités. Regardez ce reportage signé Charlie Dagonia. Effectivement, nous l'avons annoncé quel était le principe du contrat de pays. Ce sont des engagements de la collectivité sur ses propres compétences, mais aussi un accompagnement pour les communes. Aujourd'hui, c'était le 14e contrat pays. C'est une très grande satisfaction pour moi, puisque nous avons pu intervenir sur l'attractivité du territoire, donc des projets initiés par la ville, la culture, mais aussi la cohésion sociale. Donc, ce sont énormément de projets très structurants pour le développement du territoire. Ma très grande satisfaction, c'est de voir que ces projets sont bien conçus par les politiques, en appui avec l'ensemble de l'administration. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les accompagner et s'insérer dans cette dynamique. Et puis, donc, le contrat pays, dans un premier temps, c'est sur 3 ans. J'ai eu l'occasion de dire au maire que c'est un contrat évolutif. Nous, on a mis en place une véritable organisation pour le suivi de ces contrats pays et en fonction des autres opportunités qui pourraient se présenter pour pouvoir les corriger, les aménager. En tout cas, c'est une très grande satisfaction pour moi sur la nature des projets qui ont été présentés. Et vous le savez, je le dis régulièrement, que la culture doit être le marqueur de notre mandature. Il y a 2 projets phares qui ont été présentés, qui vont donner cette dimension culturelle à Morne-à-l'Eau.
et in fine à la Guadeloupe. C'est pour nous d'une importance essentielle puisqu'il s'agit de l'aménagement du bourg de Morne-à-l'Eau, mais aussi de la périphérie. Donc nous avons vu de grands projets comme la médiathèque qui va être construite à côté, l'aménagement de la place du marché, et puis il y a derrière nous aussi ce bâtiment construit par l'ITUR qui abrite le CECAS et la police municipale qui sera rénové. Enfin, et puis le quartier de l'Espérance, il y a aussi des projets qui nous intéressent. Cela a été essentiel pour nous de mettre en place ce partenariat avec le département, puisque nous allons être, durant quelques années, nous allons être accompagnés pour rendre notre ville plus attractive, pour une rénovation plus visible. La ville qui a à peu près 16 000 habitants mérite d'être aujourd'hui, être accompagnée, être rénovée. C'est la mission du conseil départemental aujourd'hui avec nous. C'est la mission de notre équipe municipale que de faire en sorte que Morne-à-l'Eau tienne véritablement sa place de centralité. En France, environ 450 enfants atteints de la drépanocytose naîtraient chaque année. Pour faire connaître cette maladie génétique qui affecte l'hémoglobine des globules rouges et les traitements qui se développent, l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose organise jusqu'au 12 janvier un congrès intitulé « En route vers l'espoir ». Cet événement organisé à la Creole Beach Hotel réunit experts, patients et professionnels de santé, ainsi que toute personne intéressée pour échanger autour de la maladie et des évolutions médicales. Regardez ce reportage de Solène Fèvre. C'est une conférence qu'on a nommée « En route vers l'espoir » parce que l'espoir, on en a besoin. Et l'espoir arrive avec les nouveaux traitements, les nouveaux médicaments. C'est ce que nous expliquent depuis ce matin à la Creole Beach tous les professeurs de Guadeloupe et aussi de métropole qui sont venus nous en parler. Et on est content parce qu'en fait, les gens sont intéressés. Et on se rend compte que la science avance. J'avais une maladie qui était très très sévère, donc je faisais énormément de crises. J'ai fait beaucoup de transfusions sanguines. J'ai été transfusée toutes les 4 semaines pendant 19 ans. Donc merci aux donneurs, merci aux personnes qui donnent leur sang parce que ça m'a sauvé la vie, ça m'a fait tenir jusqu'à la guérison, c'est-à-dire jusqu'à la greffe de moelle osseuse. Et la greffe a bien fonctionné avec comme donneur ma sœur, mais comme elle n'était pas compatible, on a fait une greffe. C'était une nouveauté à l'époque. C'était la première greffe en haploïdentique, donc avec un donneur qui n'est pas à 100% compatible. Ça n'avait jamais été tenté en Europe. Et donc je suis la première greffée adulte en haploïdentique en Europe. La drépanocytose est en train de connaître une véritable explosion de nouveaux traitements. Nouveau traitement ne veut pas dire réussite. Et c'est là où justement il faut qu'on soit prudent. Patients et médecins pour petit à petit, grâce aux études cliniques de recherche, mais également à des suivis de registre, c'est-à-dire de pouvoir suivre les patients sous traitement dans la vraie vie, en tirer les conclusions, à la fois dans des espoirs de guérison, et puis également de mieux vivre avec la drépanocytose, avec des traitements finalement combinés, comme on l'a dans d'autres maladies, où on a dans l'hypertension, le diabète, des traitements au long cours. J'ai été au bout de tout ce qu'on pouvait me proposer à l'époque. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveautés et que qu'il y a plus de moyens, donc on propose de plus en plus de traitements. Et les drépanocytaires sont des personnes qui sont très courageuses et qui veulent s'en sortir, qui ne veulent pas rester malades. C'est pas une vie en fait de vivre les douleurs et d'être tout le temps en crise, de ne pas pouvoir profiter de la vie. Les interactions entre les patients et les soignants sont de plus en plus présentes et elles sont indispensables. On le voit au quotidien et en particulier maintenant, il y a de plus en plus, y compris de patients experts qui interviennent sur toutes les procédures. Et ça, c'est vraiment une réticence que nous, cliniciens, on a eu pendant des années et qui petit à petit est levée et on voit à quel point ça enrichit en fait nos expériences mutuelles. Moi, ma mission, c'est d'apporter de la formation, de leur apporter des outils aux soignants pour qu'ils puissent comprendre cette maladie, qu'ils puissent comprendre ces douleurs, qu'ils puissent comprendre les patients. Donc j'ai créé une formation qui s'appelle Au cœur de la douleur pour leur faire comprendre les douleurs et améliorer donc par ce fait la prise en charge.
En France, le nombre de ménages continue d'augmenter depuis 2018, mais parmi eux, le nombre de personnes vivant seules connaîtrait une augmentation encore plus importante. Selon une étude de l'INSEE, parue aujourd'hui, d'ici 2050, 2 millions de personnes âgées de 85 ans et plus vivraient seules. Et vous, que pensez-vous de ce chiffre? Michel Depape est allé à la rencontre de la population pour recueillir leur avis. Regardez. Parce que c'est vrai que vous dites en 2050 vivre seul, je ne suis pas d'accord parce que la vie est difficile. En cas c'est bon, d'une part, ça peut être possible parce que la génération actuelle, depuis qu'il y a un petit problème anti-bitin, il y a séparé pas les anciens, comme maman, moi, papa, moi, tu vois, les grands monde. Même si il y a un problème, il y a un rester là, quoi. Et après cette génération-là, depuis qu'il y a un petit problème et tout, ça ne sépare et puis ça ne tient pas. C'est une question qu'on se pose dans le monde entier. On n'est pas là pour vivre tout seul. Puis on a créé l'homme et la femme, c'est pour être ensemble. C'est pas pour être tout seul, je veux dire. On pense que vieillir seul, c'est la bonne chose, mais on se trompe. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'être humain a besoin de l'autre pour vivre. On ne peut pas vivre seul. C'est triste. Il y aura toujours une vie à deux. Quel dommage. Parce qu'en fait, c'est un bel équilibre entre un homme et une femme pour arriver à faire des projets et avoir des enfants. Donc non, il faut aller dans le sens de retrouver l'intérêt d'un couple. L'homme a toujours été à l'encontre de ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux, qu'ils se marient. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le premier couple. Il les a bénis et il leur a dit croissez et multipliez. Oui, je suis en couple. Ouais. Enfin, ça va faire une bonne quarantaine d'années que nous marions. En ce moment-là, être en couple, c'est un vrai désastre, un vrai problème. Toujours le même depuis le début. 26. Et on a un enfant. Je suis mariée. Ça fait quelques années, mais mon premier fils a déjà 56 ans, c'est pour vous dire. Oui, bien sûr, depuis 40 ans. Donc voilà, je peux dire. Et mon est toujours marié, C'est tout du mariage. Hein. Je pense qu'il faut se faire confiance déjà dans un couple. Et puis c'est l'amour après qui fait le reste, je pense. Il ne faut pas grand-chose, il faut de l'amour dans un couple et beaucoup de confiance. Il faut toujours avoir quelqu'un avec soi. Un soir, il peut avoir un malaise, n'importe quoi. Et puis quand on est seul, voilà. L'année 2024 a démarré il y a déjà 10 jours et il est encore temps d'adresser des vœux aux personnes que l'on aime, que l'on côtoie ou aussi à celles qui font vivre notre ville. C'est ce qu'a démontré Blaise Mornal, le maire de Petit Canal, en adressant ce matin ses vœux au personnel communal. L'occasion pour lui de les réunir après cette année écoulée et de les accompagner dans leur mission pour cette nouvelle année à venir. Un reportage de Maxime Morel. Dès notre arrivée en 2014, on a considéré que c'était le minimum pour célébrer les vœux, faire les vœux aux agents, leur donner aussi la feuille de route pour l'année à venir, après avoir fait un bilan un petit peu de l'année écoulée. Et donc, on se retrouve cette année encore, en début d'année, à échanger avec les agents, à créer aussi un moment de convivialité où les agents se retrouvent. Comme je le disais, bien souvent, on a plusieurs établissements éclatés. Les agents ne se connaissent pas vraiment et c'est un moment opportun aussi pour que les agents puissent faire connaissance et se mettre ensemble pour comprendre aussi que réussir une collectivité, c'est travailler ensemble. Cette année, je leur ai fait bien comprendre qu'il fallait qu'on concrétise tous les projets qui ont été validés par la collectivité, par aussi la population lors des élections de 2020. Et nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir réaliser ces projets, les réceptionner et faire en sorte aussi qu'on impulse ce qui n'a pas encore été entamé pour cette année 2024, afin que nous soyons dans les clous à la fin de la mandature. Nous sommes quasiment à 2 ans de la fin de la mandature et nous avons des comptes à rendre à la population. Bien sûr, nous les élus,
mais ça passe par l'implication des agents de la collectivité. C'est ainsi que s'achève ce journal. Le JT revient demain à 18h30. Donc je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10. Mais tout de suite, on se retrouve pour un focus entrepreneur. À tout de suite.